Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de vous présenter mon invitée et d'échanger avec elle, je souhaite rebondir sur une information de la plus haute importance. La déclaration sur France Info TV de Mathilde Panot qui alerte, et je la cite, il y a une situation de sécheresse dans la mer et les océans. Mathilde, vas-tu remplacer Jean Castex? Jean Castex qui a la médaille d'or des annonces les plus farfelues au monde. Tu es bien parti pour, en tout cas. Mathilde, les gens vont-ils tomber dans ton panneau? Pas moi, en tout cas. Alors après cet aparté, ça va être compliqué de retrouver son sérieux. Bonjour Christine Coton, comment allez-vous? Bonjour Déborah. Ben, merci, ça va très bien. Merci, merci d'être là avec moi. Je suis ravie de votre présence. Alors, vous êtes biostatisticienne experte depuis 23 ans. Vous êtes fondatrice et ex-PDG d'une société sous-traitante pour l'industrie pharmaceutique. Vous avez un magistère d'économie statisticien obtenu à Toulouse. Vous avez étudié plus de 500 essais cliniques dans le monde entier. Et le 8 juin 2023, vous sortez un livre intitulé Tous vaccinés, tous protégés. Et j'invite les gens à lire votre livre car vous expliquez que dès que vous avez commencé à mettre le nez dans les essais cliniques Pfizer, vous ne vous attendiez pas à trouver autant de problèmes car vous faites un métier, et je vous cite, avec des gens rigoureux. Qu'est-ce qui s'est passé, Christine, à ce moment-là, lorsque vous avez découvert tous ces problèmes? Alors, donc, je dis je suis biostatisticienne depuis plus longtemps que 23 ans, hein, du coup, hein. Ça doit faire au moins 26 ou 27. Donc, j'ai été PDG d'une société de recherche sous contrat pendant 22 ans que j'ai vendue en 2018. Alors, c'est dès fin 2020 que j'ai commencé à mettre mon nez dans les essais cliniques, dans les quatre, hein, pas que le Pfizer. Et que j'ai écrit fin d'année 2021, donc une expertise. Et là, pour le coup, je me suis repenchée non seulement dans les résultats, mais dans la méthodologie. Parce qu'évidemment, comme dans tout métier, dans tout domaine, on a des normes à respecter, ce qu'on appelle les guidelines, c'est-à-dire des recommandations à respecter qui encadrent toutes les tâches de tous les intervenants d'un essai clinique. Alors, et quand on étudie, on va dire, la méthode, non seulement quand on regarde les résultats, mais quand on étudie la méthode de recueil des données, on s'aperçoit vite que quelque chose ne va pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été extrêmement surprise. Déjà que personne n'ait rien dit, puisque par exemple, quand on teste des cas en vie réelle, on faisait des tests à tout le monde, aux gens symptomatiques également. Et dans l'essai clinique, pas du tout. Donc, ça veut dire, en termes méthodologiques et réglementaires, que quand on est un laboratoire, on fait un essai clinique, on, on fait, euh, on, on inclut des participants qui signent un consentement éclairé, où on leur indique les bénéfices et les risques. Et dans le cadre de cet essai, on ne les teste pas de façon systématique pour voir s'ils ont tous si même les asymptomatiques ont le Covid ou pas. Donc déjà, au niveau réglementaire, on a ce qu'on appelle la déclaration d'Helsinki, qui est les lois de protection de patients. Alors là, on est en 2021, on est en 2020. On vient tout juste de sortir des confinements, le labo commence sa phase 3 et ils ne testent pas les patients avec des tests PCR, alors qu'en vie réelle, on demande aux gens de le faire pour rentrer dans des tas de trucs, sinon on ne rentre pas, on est soumis à des passes, enfin, c'est complètement incohérent avec ce qui s'est passé dans la réalité. Donc ça, c'est vraiment la première chose que toute personne aurait dû voir. Et que les agences n'ont pas relevé puisque cette façon de procéder, elle a été validée par toutes les agences de santé du monde. Et pourquoi elle est problématique? Parce qu'elle introduit des biais, ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire des éléments qui faussent le résultat. Donc votre résultat de 95%, il concerne vraiment que certains cas qui sont symptomatiques, légers ou modérés, etc. Donc quand on annonce aux gens cette efficacité, on leur précise jamais ce que ça veut dire. Bon, après, il y a pire que ça, hein, mais peut-être que c'est une autre question, alors je ne vais pas déborder.
Alors, donc oui, en 2020, vous découvrez ça. En 2021, vous alertez donc sur les effets indésirables des vaccins Covid-19. En 2022, vous fournissez un rapport sur ce vaccin, rapport demandé par une avocate qui a plaidé à la Cour d'appel du Québec. D'ailleurs, où en est l'affaire? Est-ce que vous avez des nouvelles à ce propos? Ah ben alors cette pauvre avocate, donc qui s'appelle Gloriane Blé, elle avait deux affaires très importantes à l'époque, donc janvier 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'ils lui ont fait faire une expertise psychiatrique. Et ils l'ont radiée du barreau parce qu'elle n'a pas voulu, parce qu'elle s'est dit, ils sont capables de m'enlever mes gosses. Et ils l'ont radiée du barreau, donc elle n'est plus avocate. Ah oui, quand même. Waouh, Et ouais. carrément. Ah ben c'est Et oui, facile. Waouh. et oui, ben, c'est facile, ouais, voilà. C'est hallucinant. Donc du Les coup, experts de l'État ont toujours raison. ouais. Donc du coup, en fait, fin de l'histoire, elle est radiée et du coup, elle n'a Donc, pas elle n'a pu. pas pu aller au bout des deux affaires. Donc, elle avait cette affaire-là où il y avait mon rapport d'expertise dedans. Et il y avait une autre affaire où elle avait démontré quelque chose de grave par rapport à... Parce qu'elle était quand même elle était experte en dossier santé, hein. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va récupérer cette histoire ou qui va reprendre l'affaire. J'espère vraiment. Qui Ben, va au ensuite. Québec, je ne crois pas. Nous, en France, en avril 2022, oui, on a travaillé. Enfin, moi, j'ai travaillé avec des juristes et des avocats et on a déposé, enfin les victimes, hein, certaines victimes vaccins ont porté plainte pour empoisonnement. Et évidemment, ça a été classé. C'est en appel. C'est en attente. Ouais. Alors, Ouais. Christine, en août 2022, vous faites une analyse critique d'une étude canadienne publiée dans la revue The Lancet à propos des femmes enceintes vaccinées et non vaccinées. Vous avez dit pardon, que ça prenait une semaine à un biostatisticien de faire une analyse lorsqu'il recevait les données. Pourquoi ça leur a pris tout ce temps de sortir cette étude? Parce que des fausses couches, en fait, il y en a à foison. Moi, Ah, j'en ah non, entends. non, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que cette étude du Lancet, c'est une étude en vie réelle, c'est pas un essai clinique. Les résultats de l'essai clinique qui s'est terminé en juillet 2022 sur les femmes enceintes n'ont jamais été publiés. L'essai Pfizer n'a jamais publié les résultats. D'accord, Et alors, cette étude-là, pourquoi j'ai fait une analyse critique? Parce que les auteurs concluent qu'il n'y a pas de risque augmenté chez la femme enceinte, ce qui est complètement faux et ce qui est exactement le contraire de leurs résultats. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il y a bien un risque augmenté d'avoir des risques de santé chez les femmes enceintes dans cette étude. Je veux dire, il y a des résultats statistiques, ben, c'est indéniable, notamment avec le Moderna. dans quel contexte vous avez dit que les biostatisticiens, ils avaient mis beaucoup de temps en fait à sortir leur étude, puisqu'il faut normalement une semaine hein, quand on a les Oui, données. ben non, j'ai justement dit que c'était complètement étrange qu'en septembre 2022, on n'ait pas les résultats des femmes enceintes, puisque l'étude s'était terminée en juillet. Et aujourd'hui, on est un an après, et les résultats, on ne les a jamais eus. Donc, à ce jour, si on prend le document qui s'appelle Plan de gestion des risques, qui sont les risques identifiés, donc les effets indésirables, etc., et dans lequel le laboratoire est obligé de citer ce qu'on appelle les safety concerns, c'est-à-dire les problèmes de sécurité. Là-dedans, on a des informations manquantes. Et qu'est-ce qu'on a encore là-dedans à ce jour? Les femmes enceintes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune donnée d'essai clinique sur les femmes enceintes. Aucune. Jamais. Je mettrai le lien. Et pas plus que sur les patients immunodéprimés, pas plus que sur les patients qui ont des comorbidités comme le diabète, etc. Pas plus que les gens les patients fragiles. Enfin voilà, il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas de résultat d'essai clinique. Tout ce qu'on a entendu comme résultat, ça ne provenait pas d'essais cliniques. Donc, a fortiori, d'études qui n'ont pas du tout le même niveau de preuve. Parce qu'on est bien d'accord que quand on va mettre un produit sur le marché, on fait un essai clinique. Donc, si on fait ça, si on a cette façon de procéder, c'est parce que l'essai clinique et
et on va dire la méthode la plus fiable pour avoir des résultats normalement fiables et être sûr qu'on ne va pas mettre sur le marché quelque chose qui n'est pas efficace et surtout pas toxique. Donc, en fait, des résultats sur des tas de populations d'essais cliniques, on n'en a pas. Je mettrai le lien sous la vidéo lorsque vous êtes avec le docteur Éric Loridan, où justement vous parlez de cette analyse-là des Mais, femmes il y a un enceintes. lien sur mon ancien site internet qui est l'analyse critique, où il y a clairement expliqué voilà, comment on commente les résultats. Et donc, il conclut strictement le contraire de ce qu'il trouve. Je mettrai le lien également de votre site. On mettra tous les liens de toute façon. Alors, on va parler de choses assez graves parce qu'en ce moment, c'est vrai on vous entend un peu partout lancer un appel pour les gens qui sont en train d'agoniser chez eux tout seuls. Christine, j'ai envie de vous demander comment vous en êtes arrivée au fait d'avoir accès à des témoignages de gens justement qui sont chez eux dans la solitude, pétris de multiples douleurs, handicapés qui peuvent plus bouger de leur lit. Vous avez leurs dossiers médicaux en plus, je crois. Euh, Comment se passe aussi la communication avec, je ne sais pas, le ministère de la Santé ou la HAS? Euh, et puis vous êtes aidé aussi de Virginie Joron, entre autres, par rapport à tout ça. Alors, comment je me suis retrouvée là? Ben, un petit peu par hasard, c'est que quand j'ai commencé à écrire cette expertise en novembre 2021, j'avais besoin de parler à des victimes pour qu'elles me racontent. Et à cette époque-là, j'avais pris contact avec Frédéric Beltra, qui est donc le fondateur de l'association Vérity France, qui rassemble un certain nombre de victimes. Et ben, ça s'est trouvé que, comme j'avais besoin de parler à ces gens, j'ai commencé à parler à un, puis à un autre, et puis encore un autre. Et donc après, les gens m'ont contacté, puisque comme ils ont vu que ben, je parlais de ce sujet-là, ben, ils sont venus vers moi pour me dire, ben, moi aussi j'ai ça, moi aussi j'ai ça, moi j'ai une thrombose, moi, voilà. Ah, ben, j'ai entendu parler d'un monsieur à qui on a coupé la jambe à cause de thrombose. Et donc j'ai parlé comme ça avec beaucoup de monde, et c'est vrai que j'ai atterri un peu par hasard dans le collectif React C19, qui est donc ceux qui ont les troubles neurologiques. Et c'est ceux-là surtout sur lesquels j'essaie d'alerter, puisque ce ne sont pas que des troubles neuraux, c'est un phénomène multi-inflammatoire qui touche à peu près, selon certains, presque tous les organes. Donc, ils ont de multiples problèmes, jusqu'à 30 symptômes, alors qu'ils ne sont pas forcément actifs tous en même temps. Ça peut s'améliorer un peu sur un, et puis ça va repartir en flèche sur autre chose, le cœur. Enfin, c'est vraiment. Et ceux-là, ben, du coup, ils voient plein de spécialistes différents qui ne se parlent pas entre eux, bien évidemment. Et donc, ils prennent un traitement de ci avec un tel, un traitement de ça avec un autre. Ça ne s'arrange pas du tout. Des traitements antidouleurs parce que certains souffrent, du tramadol. Donc, et rien n'y fait, en fait. C'est-à-dire que les traitements classiques qui sont habituellement donnés pour des choses qui ressemblent à ça, il n'y a rien qui y fait. Et ils ne font que s'aggraver. Alors, par moments, ils vont un petit peu mieux. La fatigue, elle passe un peu. Et donc, après, il y a d'autres associations qui se sont montées avec ces gens-là en France. Et il y a Mathieu Dubois, je crois, qui est passé sur France 3, qui a témoigné de ce genre de pathologie. Ben, et donc, ces gens, ils bataillent là en ce moment, c'est la guerre totale sur Twitter, parce que ben, eux, ils veulent s'exprimer, parce qu'ils ont besoin de soins. Et c'est pour ça que j'avais demandé, quand je me suis entretenue avec du personnel de la NSM, donc qui est quand même l'agence de santé, je leur avais demandé de créer des centres spécifiques, multidisciplinaires. Parce que là, en l'état, ben, puisque ben voilà, le temps passe et il n'y a rien qui est fait, ils ne sont pas reconnus. Alors non seulement ils ne sont pas reconnus, mais quand ils témoignent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, sur lequel je suis beaucoup, ils se font harceler par une meute de dégénérés qui viennent leur expliquer que ce n'est pas ça et que ça vient sûrement d'autre chose, quoi. Ah oui, Et c'est notamment, il y a les fameux trolls poubelles. Oui, oui, les fameux trolls voilà, poubelles. Oui. ceux que j'appelle les trolls de poubelle, recrutés dans les poubelles pour leur totale médiocrité.
Et vous êtes accompagné de Virginie Joron, entre autres, c'est ça? Alors, accompagné, on ne peut pas dire ça comme ça, Enfin, en mais relation? disons que oui, mais avec des sénateurs, des députés, députés européens, oui, parce que ben, certains ont pris la mesure c'est le sous-titre de mon livre, hein, de la catastrophe sanitaire qui s'annonce, puisqu'on a des problèmes, ben, troubles des règles, des acouphènes hyper invalidants, des troubles, multiples troubles neurologiques, des troubles sanguins, bon, les myocardites, péricardites, on en a pas mal entendu parler. Là, ben, on a le sujet des turbocancers, où je discutais encore avec une dame qui m'expliquait que sa mère, à 90 ans, elle avait une tumeur qui pesait 6 kilos quand elle est morte. Je veux dire, ça n'existe pas, ça. À 90 ans, une tumeur qui pèse 6 kilos. Ah Enfin, bon? c'est du jamais vu. Enfin, je Ah, sais pas, moi, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. J'ai beaucoup travaillé dans les essais cliniques en cancérologie. Bon, alors c'était un peu des tumeurs de tout, hein, du sein, des lymphomes, enfin, tout ce qu'on veut, des myélomes, mais des tumeurs solides aussi. Mais j'ai jamais vu une tumeur qui pesait 6 kilos à 90 ans mais et 6 kilos, qui jamais. grossit de 6 kilos en un an. D'accord. C'est ça surtout. C'est pas en 10 ans, c'est en un an. Ouais. Alors, sur les chiffres de la pharmacovigilance, on observe que les gens ont préféré de se faire injecter avec le BioNTech Pfizer. Pourquoi, selon vous, Christine, est-ce qu'il y a eu plus une propagande par ce laboratoire Claire. que Moderna Oh, ou ils n'ont Astra? pas du tout préféré. C'est que ben, certains, je crois que selon les endroits où on était, les centres de vaccination, je ne sais même pas s'il y avait vraiment le choix, hein. Je ne sais même pas s'il y avait vraiment le choix du vaccin. Peut-être ceux qui ont insisté, ils ont eu autre chose. Après, en Angleterre, par exemple, tous les premiers vaccinés, ils ont eu l'AstraZeneca. Les premiers qui sont allés, le Pfizer, c'était pas le plus utilisé au départ en Angleterre. Et puis, ben, AstraZeneca, ça s'est un peu imposé un peu partout, hein, Pfizer. AstraZeneca, j'appelle ça l'AstraZeneca Satan. Vous savez que c'est une anagramme. Je ne sais pas si vous êtes amusé à noter AstraZeneca sur un papier et vous prenez chaque lettre et vous arrivez donc avec une anagramme qui dit créé à Satan. Ouais, bon, je sais pas. Moi, j'ai travaillé C'est pour le troublant. laboratoire C'est- AstraZeneca. Bon, c'était pas dans le cadre d'un essai clinique, mais moi, les gens avec qui j'ai travaillé, encore une fois, c'était des gens très bien. Donc, Oui, c'est oui, vrai que mais c'est troublant. Il y a des choses troublantes quand même, hein, parce que cet anagramme pile poil à la lettre près, c'est exactement la phrase créée à Satan. Donc, écoutez, peut-être que je sais pas, mais peut-être un hasard aussi, ça, les hasards de la statistique, ça existe. ouais, je sais pas. Moi, j'ai tendance à dire que le hasard n'existe pas, mais bon. Alors, j'ai vu que donc je suis allée sur le site santé.gouv.fr. Il y a des choses assez troublantes, c'est-à-dire par exemple pour le monkeypox, la variole du singe, depuis mai 2022, donc depuis l'année dernière, plus d'un an, il y a absolument plus rien qui est publié. Euh, Quand on veut cliquer sur le calendrier des vaccinations, la page ne s'ouvre pas, le lien ne s'ouvre pas, la page est introuvable. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça veut dire qu'ils vont arrêter leurs expériences ou est-ce que ça veut dire autre chose? Bah, le Euh, monkeypox, ben, on a bien vu la variole du singe, on va dire, c'était un feu de paille, hein. Tout le monde a commencé à s'affoler avec la variole du singe. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, strictement rien. Trois Donc, ben, ils cas, ont remballé leur marchandise. Voilà, c'est le truc de Coluche, hein. Quand on pense qu'il suffirait que personne n'achète pour que ça se vende pas. Bon, après, ils avaient dit qu'il fallait vacciner en priorité les homosexuels, notamment les hommes, puisque c'était les plus à risque. Ben, on retrouvait dans le vaccin variole du singe les myocardites, péricardites et tout qu'on trouve pour le Pfizer, le Moderna, etc., hein. trois Ce n'est cas pas, de c'est un variole du risque. singe, trois cas de variole du singe en France et ils ont proposé donc un vaccin, mais depuis mai de l'année dernière, Mais le il y a, vaccin existait déjà. oui, c'est C'est pas un vaccin l'antivariolique, ouais, voilà, qu'ils avaient l'antivariolique. développé. Donc, alors, oui, alors par contre, que les liens n'existent plus, ben, c'est bien pour ça que des gens comme moi, on les sauvegarde. Parce que justement, ça évite que quand ils suppriment certains liens qui nous intéressent, là, on peut toujours les retrouver. Et c'est pour ça qu'on télécharge un certain nombre de documents, parce que ben, nous, on les a. Oui, Ils peuvent toujours les supprimer, je veux dire. et vous faites des screenshots aussi, des copies d'écran, ouais. Ouais, ouais. Ah ben oui, 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 non, oui.
Ben, la traçabilité, c'est la base du rôle d'assureur qualité. Ce que j'étais, enfin, ce que je me suis retrouvée à être aussi dans mon entreprise, parce que quand on commence à avoir une taille de structure qui dépasse 15 salariés, qu'on a des audits, il faut un assureur qualité. Donc, ben, c'est comme c'était moi, on va dire le patron et la plus qualifiée, puisque je connaissais tous les domaines sur lesquels on travaillait, le data management, le recueil des données, la stat. Donc, j'ai assuré ce rôle-là et l'assureur qualité, c'est la traçabilité, justement, tout enregistré, pouvoir être capable de montrer les documents à des auditeurs des laboratoires quand ils viennent. Donc, oui, oui, moi, je trace tout. Et je trace aussi les insultes, la diffamation, tout, 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 tout est tracé. Vous avez raison, mais vous savez, tout à l'heure, il y a quelques minutes, on parlait de hasard. Vous avez dit que oui, il y a plein de métiers où les gens sont rigoureux, sont sérieux, mais des fois, enfin, ça vous a pas empêché de trouver des problèmes chez Pfizer, donc même si les Ah gens oui, sont oui, rigoureux. oui, mais attention, attention, c'est totalement inhabituel. C'est totalement inhabituel. C'est pas du tout la façon de travailler moi qui ai travaillé dans au moins 500 essais cliniques dans ma vie, et au moins autant d'enquêtes, c'est-à-dire d'études post-autorisation de mise sur le marché. Mais on n'a jamais travaillé de cette façon, mais jamais. On n'a jamais des essais cliniques où on prouve par A plus B qu'il y a des effets indésirables graves et qui ne sont pas reportés dans les bases de données. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce Que, que qu'on fasse exprès de ne pas mesurer, par exemple, les anticorps après la dose 2, enfin, 2 mois après plus de 2 mois après la dose 2 pour ne pas montrer qu'ils baissent, ça n'existe pas. Normalement, on choisit les critères qui vont nous permettre d'évaluer correctement notre produit et pas les critères, justement, qui vont nous permettre de conclure que ça marche alors que ça ne marche pas. C'est exactement ce qui a été fait. C'est le choix d'un critère qui ne reflète pas du tout la maladie en vie réelle et qui permet de conclure à une efficacité qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Voilà, qui cache la chute des anticorps. On ne mesure pas trop loin dans le temps pour ne pas montrer qu'ils chutent. Et on ne reporte pas des effets indésirables graves pour conclure à une bonne tolérance. C'est du foutage de gueule. Enfin, ces essais, parce que le Pfizer, j'ai analysé ça, mais le Moderna, ça doit être bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. Même méthode, même conclusion. Parce que là, on est dans la méthode. Donc, même méthode, même conclusion. Donc, dès l'instant voilà, où c'est pas valable, mais ces essais sont une blague. C'est pour ça, des fois, je ris, parce que c'est dramatique hein, pour les victimes, pour tout, mais des fois, je ris tellement c'est une blague. C'est une vaste fumisterie. C'est dans mon livre, j'ai appelé ça la grande illusion. La grande illusion, c'est le tour de passe-passe. Voilà, c'est par des attention, suivez le machin, par ici je t'embrouille. Voilà, c'est la grande illusion. Mais bon, quand on est. Moi, je suis sûre qu'aujourd'hui, on peut demander à n'importe qui de l'industrie pharma de relire ce que j'ai écrit. Dès l'instant où la personne, elle est honnête, elle va avoir exactement les mêmes conclusions que moi. Hein. D'ailleurs, tous ceux avec qui j'ai parlé, que ce soit des anciens de l'industrie pharma ou des gens qui travaillent encore, ils m'ont dit, ben, on le sait que c'est biaisé, c'est biaisé. Donc ça veut dire biaisé, ça veut dire les résultats sont faux. Mais je pense qu'ils imaginaient quand même pas à quel point ça pouvait être toxique. C'est-à-dire ils l'ont fait quand même parce que bon, ils se sont dit, bon, même si c'est pas tout à fait exact, ça doit bien servir à quelque chose, ce truc. Voilà. Ils n'imaginaient pas l'ampleur des manquements et des biais dans l'essai, et ils n'imaginaient pas du tout l'ampleur de la toxicité. sur Et les... bon, alors après, Pardon. évidemment, il y a des tas de gens qui n'ont rien. Alors, ils nous disent, oui, mais Oui, bon, j'allais vous le dire, Christine. C'est vrai que il y a des gens qui ont rien, il y a des gens tout va bien, il y a des gens où tout va mal. Je ne sais pas. En tout cas, sur les 1 200 000 d'effets secondaires, il y a 25% qui sont graves. Et je suis allée voir sur donc le site santegouv.fr, donc du 7 avril au 4 la mai. NSM, Oui, la NSM. Du 7 avril au 4 mai donc, de cette année 2023.
ont été recensés 473 effets secondaires qui ont été déclarés. Donc moi, je pense à tous les gens 473? Non, mais comment ça, 400? entre le 7 avril et le 4 mai. Oui, mais Oui, c'est mais quand totalement. je pense à tous les gens en fait qui ne savent pas ce qui leur arrive et qui ne déclarent pas et qui ne pensent même pas à déclarer les effets en fait. C'est bien Donc le c'est problème. sous-estimé, c'est sous-estimé. Ah ben, de toute façon, on le sait, il y a eu des publications sur le sujet. Mm. On avait Madame Jonville-Béra, qui est donc la présidente des CRPV, des centres de pharmacovigilance, qui écrivait une publication justement sur la pharmacovigilance des vaccins, et elle écrivait qu'on avait 1 à 10% de déclarés, notamment pour les cas sévères. Donc ça veut dire que si j'ai 1% de déclarés, je multiplie par 100. Donc sur le site de l'Europe, Eudra Vigilance, je dois avoir au minimum 3-4 millions de déclarés. Donc si je multiplie par 100, ouais, c'est phénoménal. Alors tout n'est pas grave évidemment là-dedans, parce que certains ont déclaré des douleurs au bras. Bon. Mais bon, ils ont déclaré des douleurs au bras. Mais pour arriver à déclarer des douleurs au bras, il faut quand même avoir très 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 mal. Et là encore, quand on nous disait les nanoparticules lipidiques restent dans le bras. Non mais qu'est-ce qu'il fallait avoir fumé pour raconter des trucs pareils? Comment un produit qu'on nous injecte, je veux dire, c'est le bon sens même. Si je fais une piqûre d'anticoagulant, quand je me fais opérer là, dans le ventre, souvent on fait des piqûres d'anticoagulants pour éviter les phlébites à la suite d'une opération, ça reste dans le ventre? C'est pour que mon ventre ne coagule pas ou c'est pour que le sang général... Donc vous voyez, mais la bêtise, la médiocrité phénoménale dans laquelle on est tombé. Et donc, ces nanoparticules lipidiques, ben, on sait depuis, et on savait déjà avec le préclinique, qu'elles vont partout. Donc, elles transportent cette fameuse protéine spike qui est absolument pourrie, elles la transportent dans tous les organes, dans le cerveau, dans le cœur, dans les ovaires, dans le système reproducteur masculin, partout. Et c'est certainement ça qui crée les effets indésirables. Et on avait Christine, des gens qui osaient nous dire que ça restait dans le bras. Et ça, c'est docteur. est-ce que vous avez été menacée avant ou après la sortie de votre livre? Vous avez reçu des menaces, des choses comme ça par rapport à Ah non, ce mais que mon vous livre, avez révélé? c'est pas le truc, on va dire, le plus important. Disons que le livre, il est important parce que c'est écrit comme un thriller, c'est très facile à lire et c'est vraiment à la portée de tous. C'est pas du tout un bouquin de biostatisticien, hein. C'est un livre très, très, très accessible. Et puis, il y a des témoignages victimes. Non, c'est le moment où j'ai écrit ce rapport justement d'expertise en janvier 2022, que je l'ai posté sur LinkedIn. C'est là où j'ai eu quand même des visites américains, Apple, l'OMS, Thales Alenia, qui j'ai eu 133 avocats, l'État de Genève, enfin bon, des gens qui ont regardé mon profil d'un peu partout dans le monde entier, quoi. Et bon, là, je me suis dit, visiblement, ce document dérange. Ben, la preuve, ben, Gloriane Blé, elle a fini devant les psychiatres et ils l'ont éliminé. Enfin, je dis il, enfin, c'est peut-être pas lié à ça, mais enfin, c'est quand même une coïncidence assez curieuse. Hein. Elle plaide à la Cour d'appel du Québec avec mon document et puis 3 semaines après, ils s'aperçoivent, elle est avocate depuis 23 ans et 3 semaines après, ils s'aperçoivent qu'elle a un pet au casque et qu'il faut lui faire une expertise psychiatrique. C'est quand même assez troublant. Donc, bon, alors moi, je ne suis pas très craintive. Et puis, en plus, pour être bien sûr qu'il allait rien m'arriver, j'ai pris un garde du corps pendant 5 mois. Ah oui, quand même. D'accord. Ah, ben oui, hein. Oui, oui, ben comme ça, j'ai fait un appel aux dons à l'époque, parce que ça faisait déjà presque 2 ans que je travaillais gratuitement. Et j'ai refait un appel aux dons pour porter plainte, puisque là, j'estime que c'est normal, on va dire que les gens me soutiennent dans cette démarche, parce que je ne fais pas ça que pour moi, bien évidemment, hein. Voilà, moi, si j'avais dû recommencer à travailler pour l'industrie pharma à la fin de ma clause de non-concurrence, bon, mon salaire, il était quand même assez conséquent. Donc là, j'ai pas retravaillé parce que je pouvais pas, parce que j'étais occupée dans ces essais Covid et puis j'étais occupée avec les victimes.
Et donc, j'ai porté plainte aussi, et les gens m'ont aidé. Voilà, comme c'est vrai que je le dis et je le répète tout le temps, nous sommes le nombre. Et contre le nombre, on ne peut rien. Vous êtes Voilà, le confiante nombre, que il a une la... capacité phénoménale, il a une capacité financière énorme parce que 50 000 personnes qui donnent 5 euros, ça fait de l'argent, ou même pas. Certains, pourtant très justes, ils ont tenu absolument à contribuer parce que ben, c'est l'élan de contribution en fait, hein, c'est de se dire que on fait ça pour la communauté. On le fait pas que pour soi, hein. Vous êtes confiante que la roue tourne pour Ah oui, l'avenir? oui, moi je crois au cycle. Enfin, je crois, non, c'est pas que je crois, c'est que j'ai expérimenté les cycles. Donc les cycles, voilà, il y a les choses, elles ont un début et souvent, elles ont une fin. Et voilà, et donc ces vaccins, là maintenant, il faut arrêter le cinéma du sûr et efficace parce que je veux dire, ça, le narratif ne tient plus. Ça tient plus. Enfin, je veux dire, les gens, ils rigolent aujourd'hui. On en est à la huitième dose dans les EHPAD. Ah ouais, c'est tellement efficace qu'on en est à 8 doses. Non, enfin, au bout d'un moment, je veux dire, ça devient presque grotesque. Cette obstination à continuer ces produits, ça devient grotesque. Ça l'est tout à fait. Effectivement, le narratif ne tient plus. Christine Coton, je rappelle le titre de votre livre, Tous vaccinés, tous protégés. Je vous Point remercie. d'interrogation. Oui, 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 point Point d'interrogation, d'interrogation. mais j'ai mis la couverture de votre livre sur mon fil d'actualité VK. Donc oui, on voit bien qu'il y a un point d'interrogation, bien entendu. Et oui, Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir témoigné. Merci beaucoup, Christine. merci.